Il vient d'y avoir un violent tir de mortier alors qu'il est 4h10 dans la nuit. Et curieusement, des avions sont en train de tourner assez bas dans le ciel. Vous écoutez 5-4-3-2-1-0, le podcast qui raconte quelques-uns des grands reportages de François Ponchelet, journaliste radio dans les années 60 et 70. Nous sommes David et Arthur, fils et petit-fils de François Ponchelet. Ce n'est pas un bombardement qui est en train de se préparer. La nuit est très claire à Saigon où c'est la pleine lune. Voici le deuxième épisode consacré au Vietnam, à la chute de Saigon en avril 1975. Dans le podcast précédent, il était sur les routes qui mènent à la capitale sud-vietnamienne pour décrire le chaos lié à l'avancée vers la ville des troupes Viet Cong, des troupes communistes. C'est un avion civil apparemment. Peut-être les derniers Américains qui s'en vont. Et on le retrouve maintenant au matin du 29 avril, dans la nuit, à 4h du matin précisément. Des rotations d'hélicoptères ont débuté pour évacuer les derniers Américains présents à Saigon. Les hélicos décollent du toit de l'ambassade américaine de la capitale du Sud-Vietnam. Et c'est donc devant cette ambassade que François Ponchelet se rend le 29 avril au matin. Micro en main, Nagra à l'épaule, il décrit ce qu'il voit. Mardi après-midi, 3h, devant l'ambassade américaine. C'est un spectacle absolument incroyable, un spectacle de bousculade, de désolation. Il y a accroché littéralement aux grilles de l'ambassade des Sud-Vietnamiens, des familles entières de Sud-Vietnamiens accrochées par grappes aux grilles de l'ambassade. Et ces familles regardent cet hélicoptère qui est en train de se poser sur le toit de l'ambassade, sur la plateforme qui a été aménagée sur le toit. Cet hélicoptère, c'est pour eux l'hélicoptère de la dernière chance, celui qui peut-être d'ici ce soir les emmènera sur l'un des 5, 6 ou 7 porte-avions américains qui sont dans les eaux territoriales du Sud-Vietnam, légèrement au large du delta du Mekong. Il emmène chaque fois 5, 6 personnes, d'abord les ressortissants américains, et on essaie d'emmener les Sud-Vietnamiens en voiture jusqu'à l'aéroport de Tan Son Nhut pour les embarquer dans d'autres hélicoptères gros porteurs qui les emmèneront ceux-là également sur les porte-avions américains qui sont pour eux le refuge, l'ultime refuge, car ils sont persuadés que si les communistes arrivent à Saigon, comme ils ont collaboré avec les Américains, eh bien les communistes les tueront. Pour le moment, le drapeau américain flotte encore, ou plutôt il pend mollement devant la façade de cette ambassade qui ressemble plus à une forteresse qu'à une ambassade généralement élégante. Tout autour, il y a un dispositif de force sud-vietnamienne qui a été mis en place. L'hélicoptère repart maintenant. Tout le quartier est complètement bouclé par les militaires sud-vietnamiens qui ont l'arme au poing et qui sont prêts à tirer s'il y a des mouvements de foule, des gens qui s'affolent et qui veulent essayer de franchir les murs de cette ambassade, les grilles auxquelles ils sont agrippés. Devant moi, c'est un spectacle absolument dramatique, émouvant, pénible. Il y a des familles entières avec des enfants qui dorment à même le sol, des enfants qui jouent sur le bitume brûlant, sans culotte, le derrière à l'air. Chacun essaie d'emmener le maximum d'affaires, des valises qui ont été bouclées très rapidement. On a emmené vraiment ce qui était indispensable pour s'habiller, pour se laver vaguement, mais on n'a pas eu le temps, bien sûr, d'emmener d'autres affaires personnelles que les simples habits quotidiens, ce qu'il faut pour vivre au jour le jour. On est en train de donner l'ordre aux 50, 100 personnes là qui sont autour de moi. On leur donne l'ordre de se retirer, de libérer la grille et d'aller embarquer dans les voitures. Excuse me, you speak French? Vous parlez français? Pas beaucoup. Oui. Vous pensez que vous allez avoir une place dans l'hélicoptère? Non, non. Vous ne croyez pas que vous aurez de place? Je ne pouvais pas parler de cette question-là parce que je suis maintenant, je n'ai pas... C'est pas rien, je connais pas votre nom, donc ça n'a pas d'importance. Ce que je voudrais savoir, c'est si vous espérez avoir une place. Hein?
Vous voulez pas parler, vous avez peur de parler? Non, non, je ne pouvais pas parler la langue française. Mais si, vous parlez très bien la langue française que vous dites. En tout petit peu enseignement, monsieur. Non, vous parlez très bien. Expliquez-moi un peu ce que vous attendez là. Je m'attends, j'attends comme les autres. L'hélicoptère? Oui, peut-être. Et où est-ce qu'il va vous emmener l'hélicoptère? Je ne croyais pas, mais à la dernière minute, j'attends. Vous ne croyez pas partir, mais vous attendez jusqu'à la dernière minute, c'est bien ça? Vous emmenez votre famille avec vous? Non, seulement. Vous êtes seul? Vous n'avez pas de famille? Vous parlez français? Non. Si, vous parlez un petit peu. Vous partez avec toute votre famille? Oui. Il y a combien de personnes dans votre famille? Oui. 8 personnes. Oui. Et vous pensez que vous aurez de la place dans l'hélicoptère qui est sur le toit en ce moment? Je ne sais pas. Peut-être. Vous espérez? Oh, je pense. Et où est-ce que vous allez aller après? Oh, je ne connais pas. Vous savez pas où vous allez aller? Vous avez de l'argent pour partir? Oh, un petit peu. Assez pour 3 jours. Vous voulez aller vivre en Amérique? Oh, je ne sais pas. Autre France, Australie, Amérique. Vous avez travaillé avec les Américains ici? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait avec eux? Missionnaire Alliance. La mission de l'Alliance. Mission Alliance. En quoi consistait votre travail là-bas? Oh, le secrétaire. Vous faisiez des papiers? Oui, et technique de imprimerie. Et de l'imprimerie, c'est ça? Vous imprimiez des bulletins de la Missionary Alliance? Oui. Et vous croyez que les communistes vous en voudront d'avoir fait ça? Oh, je ne sais pas, tandis. Qu'est-ce que vous emmenez avec vous? Oh, je perdais des vêtements pour les enfants, mais j'ai perdu tout. Maintenant, 3 sacs. Juste 3 sacs avec des vêtements pour les enfants? Oui, tout perdu pour moi aussi. Vous espérez revenir ici? Oh, je ne sais pas maintenant. Pour maintenant, je ne peux pas vous revenir, non. Vous pensez pas maintenant, vous croyez que c'est perdu, vous ne reviendrez plus? Oui. Maintenant, trop peu. Et si vous n'avez pas de place dans les hélicoptères, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, mon Seigneur. Vous allez prier le Seigneur, c'est ça que vous dites? C'est ça, mon Seigneur. Mon Seigneur. Amen. Mon Seigneur, Amen. C'est ça. C'est une prière que vous venez de faire. Oui, merci bien. Bonne chance. Ils sont là devant les grilles de cette ambassade et comme vient de le dire cet homme qui essaie de partir avec ses 8 enfants pour monter dans cet hélicoptère qu'on regarde, qu'on dévore des yeux. On prie le Seigneur, on dit Mon Seigneur, Amen. Je crois que l'ambassade américaine doit aider ce petit groupe de gens-là après. Mais vous-même, vous partez? Oh, ça. Vous partez ou vous partez pas? Oui, je pars Vous partez seul ou avec votre famille? avec ma famille. Il y a combien de personnes dans votre famille? 16. 7 personnes. 16. 16 personnes. Merci. Et vous croyez que vous allez pouvoir embarquer 16 personnes dans l'hélicoptère? Je sais pas. Si vous ne pouvez pas embarquer tout le monde, vous allez rester? Non. Où est-ce que vous allez aller alors? Où est-ce que vous allez aller? Qu'est-ce que vous avez fait avec les Américains? Vous avez travaillé avec eux? Non. Non. Vous n'avez pas travaillé avec les Américains? Non. Mais pourquoi vous partez alors? Pourquoi vous partez si vous n'avez pas travaillé? Il me regarde en rigolant mais il ne veut pas me répondre. Hein. Alors ce qui est frappant dans tous ces enregistrements, dans ce reportage sur la chute de Saïgon et la fuite des Américains, c'est ce réflexe de déclencher son agra pour enregistrer les sons, l'ambiance aussi, mais surtout pour raconter, pour témoigner de ce qu'il voit. En 1975, inutile de rappeler que les chaînes info n'existaient pas, les directs à la télé non plus, les images arrivaient avec énormément de décalage. Et même pour les journalistes radio, c'était compliqué de transmettre les infos. On en reparlera d'ailleurs un peu plus tard. Mais par conséquent, à cette époque, le journaliste est vraiment le témoin de ce qui se passe. Il est littéralement les yeux et les oreilles des auditeurs. Et son rôle est de raconter, de donner à entendre des images
pour permettre de comprendre et de savoir. Cette même journée du 29 avril, après donc s'être rendu à l'ambassade américaine, François Ponchelet se déplace dans les différents quartiers de Saïgon. Les derniers Américains sont donc partis et la ville est en quelque sorte hors de contrôle. Les pillages ont même débuté. J'assiste en ce moment au spectacle le plus extraordinaire que j'ai jamais vu. Dans les rues, depuis que les Américains sont partis, abandonnant tout, il y a des scènes de pillage absolument incroyables. Les gosses, les femmes, les hommes, les enfants, tout ça, ça se précipite dans les villas abandonnées par les Américains, dans les immeubles abandonnés par les Américains, et ça emporte sur des charrettes entières, des meubles, des bureaux, des lits, des matelas, absolument tout ce qu'ils peuvent trouver, les tiroirs des bureaux, les habits, les vêtements, tout ça, ils sont en train de fouiller là-dedans comme dans un gigantesque marché aux puces. Et demain, on va retrouver toute cette marchandise qu'ils ont pillée en défonçant les portes, en cassant les carreaux, en jetant les mobiliers par les fenêtres. On va retrouver tout ça demain sur le marché aux voleurs. Les hélicoptères américains n'ont pas entièrement terminé l'évacuation de Saïgon. Il y a encore devant moi, sur un immeuble en face, des personnes, 2 hommes qui sont en train d'allumer un feu et de faire des grands signes aux hélicoptères. Ils n'ont pas dû pouvoir aller au centre de regroupement des Américains et ils sont en train d'essayer d'attirer l'attention d'un hélicoptère. Pendant ce temps-là, il y a des chasseurs bombardiers qui sont en train de traverser le ciel de Saïgon à une altitude moyenne. On ne comprend pas exactement ce que signifient ces évolutions. Ce sont peut-être des pilotes qui ont décidé de partir eux aussi. Un journaliste français était dans une famille vietnamienne. Le temps que la mère de famille vienne le raccompagner à l'hôtel en voiture avec ses enfants, elle est rentrée chez elle. Sa maison, un immeuble habité par des Américains, a été entièrement pillé et on n'a pas épargné son appartement à elle, ressortissante vietnamienne. Elle a trouvé tout entièrement saccagé. Il n'y avait strictement plus rien à l'intérieur de son appartement. Ils sont en train, vous les entendez, d'emmener sur des carrioles invraisemblables tout ce qu'ils ont pu trouver, dénicher, des caisses de Coca-Cola, des chaises, des lits. Toujours ces chasseurs bombardiers qui passent. On tire des fusées rouges dans le ciel maintenant alors que la nuit commence à tomber. Est-ce que ça veut dire que l'opération évacuation est terminée? Je ne le pense pas. Ce sont peut-être des fusées tirées par les centres de regroupement pour dire que à tel ou tel endroit c'est terminé. Le ciel de Saïgon non seulement est sombre à cause de la nuit qui tombe, mais également parce qu'il est rempli de nuages d'orage. Et tous ces énormes hélicoptères, des Cobras, des Sikorsky, tout ça évolue, se pose sur les toits des immeubles pour récupérer les gens qui font des signes de détresse. Et des coups de feu partent, on ne sait pas exactement d'où, on ne sait pas pourquoi. Je crois qu'on peut vraiment dire que Saïgon a totalement perdu le contrôle de soi-même ce soir. Le départ des Américains se traduit par une gigantesque pagaille dans la rue. Ils attendaient cela depuis des semaines et maintenant le moment est arrivé. Ils se ruent, c'est la curée. Ils emportent tout ce que ces Américains qui étaient au Vietnam depuis 15 ans avaient accumulé ici. La rue à Saïgon est complètement folle ce soir. C'est le délire collectif. On ne se retient pas devant toutes ces richesses brusquement déversées dans la rue. Les policiers eux-mêmes sont les premiers à s'emparer du matériel qui se revendra le plus cher au marché aux voleurs, c'est-à-dire des machines à écrire, des appareils photo, des postes de télévision, des réfrigérateurs, machines à laver, enfin tout ce qui peut avoir une valeur parce que ça manque dans le pays. L'opération hélicoptère continue et toujours ces chasseurs bombardiers. Ce sont peut-être finalement des chasseurs américains partis d'un des porte-avions qui sont là-bas à 150 km de Saïgon au large du delta du Mékong. Je pense que ce sont des avions qui ont décollé des porte-avions qui sont en train de faire une opération psychologique pour essayer d'impressionner la population et de calmer les nerfs car
évidemment, ça peut dégénérer à tout moment pour les quelques Américains qui restent encore. Demain, le drapeau américain ne flottera plus sur sa hampe devant l'ambassade. Pour les Américains, le Vietnam, cette fois, c'est terminé. Ils sont partis. Définitivement, c'est là toute la question. Des coups de feu qui partent, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas sur qui. Il semble que la police soit en train d'essayer d'impressionner, la police ou l'armée, en train d'essayer d'impressionner les pillards. Les impressionner en tirant des coups de M16. Ces quelques coups de feu ont rétabli un calme étonnant. Ça tire au fusil mitrailleur, doucement, petite rafale, timide, avec carabine. Après une nuit de pillage le 30 avril au matin, le temps est comme suspendu à Saïgon. Que va-t-il se passer? Quand et comment les soldats communistes du Nord vont-ils s'emparer de la capitale du Sud? Dans la matinée, le général Duong Van Minh, président du Sud-Vietnam depuis seulement 2 jours, qu'on surnomme Big Minh, Gros Minh, tout simplement parce qu'il est de grande taille, eh bien ce général Minh prononce une allocution à la radio dans laquelle il annonce la reddition du Sud-Vietnam pour, dit-il, éviter un bain de sang. Alors on imagine que pour les journalistes, la question c'est où il faut être, où est-ce qu'il faut aller pour être au cœur de l'événement. François Ponchelet, lui, se rend devant le palais présidentiel. Il est 11h30 et dans la demi-heure qui va suivre, il déclenche régulièrement son agra. Mercredi 11h15, devant le palais présidentiel du CLAP, le palais de l'indépendance, il y a à peine 1 heure que le Gros Minh vient de demander aux soldats sud-vietnamiens de cesser de se battre et vient d'annoncer qu'il était prêt à remettre tous les pouvoirs au GRP. Le palais est complètement désert, il n'y a personne autour. La sentinelle qui était là a pris la fuite, je l'ai vu partir avec son fusil et quelques baluchons. Cette sentinelle a préféré s'enfuir avant la reddition. 11h20, des M113, des transports de troupes blindés, sont en train d'amener devant le palais des soldats en tenue de combat. Il y a 5 ou 6 M113, ce qui fait qu'il doit y avoir environ une centaine d'hommes, des soldats qui sont en train de prendre position, de se disposer tout autour du palais du CLAP. Il pleut sur Saïgon, une pluie non pas tropicale, pas une pluie très dense comme il y en a depuis quelques jours, mais des gouttes, de grosses gouttes chaudes qui tombent et qui s'évaporent en fumée sur la chaussée brûlante. L'atmosphère est lourde, on attend l'arrivée d'une délégation du GRP, celle à laquelle le Gros Minh va remettre tous les pouvoirs après être resté à peine 48 heures au palais présidentiel du CLAP, au palais de l'indépendance. Le chauffeur de taxi qui m'a conduit ici avait écouté le discours de Minh. Il m'a dit « ça y est, c'est fini, les fusils vont se taire, ça va être la paix ». Il était temps, on en avait assez, les gens étaient fous de la tête, ils étaient fous de courir à chaque fois qu'ils entendaient les canons, les roquettes qui tombaient, les pistolets mitrailleurs. Ils étaient fous, ils en avaient assez, ils avaient les nerfs qui craquaient. 11h30, la grande question c'est de savoir maintenant comment vont réagir les militaires extrémistes, les militaires de droite qui n'ont pas pu partir avec les Américains. Ceux-là évidemment n'ont plus rien à perdre, ils savent pertinemment que lorsque le GRP aura le pouvoir, ce sera la chasse aux sorcières contre eux, contre ces militaires de droite, ceux que le GRP appelle les américano-fantoches. Alors, bien sûr, on peut s'attendre à une réaction de la part de ces militaires, mais pour le moment, plus d'1 heure après la très brève intervention radiodiffusée de Minh, eh bien, rien n'a encore bougé à Saïgon. Pour les troupes du GRP et les troupes nord-vietnamiennes, environ 13 divisions qui cernent complètement Saïgon. Visiblement,
la guerre n'est pas encore finie. On entend au loin rouler le canon, tonner les armes lourdes. À 11h35, les combats continuent encore tout autour de Saïgon. Dans les rues, il y a depuis ce matin des fusillades sporadiques qui éclatent. Dans certains quartiers où je n'ai pas pu aller, on m'a dit qu'il y avait eu des morts, beaucoup de morts, mais c'est impossible à vérifier. On ne se faisait plus guère d'illusions depuis hier soir, depuis que Radio Xaifong, la radio du GRP, avait pour la première fois mis le général Min dans le même panier que les fantoches de Saïgon. Pour la première fois, en effet, cette radio en langue française avait parlé de la clique du général Min et c'était parfaitement clair. Les offres de négociation du gros Min étaient rejetées. Il était pour le GRP, lui aussi un américano-fantoche, et il n'était plus question d'une autre issue que la reddition complète ou bien alors le bain de sang à Saïgon. Le scénario est le suivant, le général Min doit attendre les émissaires du GRP devant la porte principale du palais du Clap, et c'est là que se passera la cérémonie de transmission des pouvoirs, si l'on peut appeler ça comme ça, car en fait il s'agit d'une reddition en bonne et due forme. La délégation du GRP, les émissaires, devraient en principe venir de la base de Tan Son Nhut, où il y a là-bas, depuis les accords de Paris, une enclave du GRP que j'ai visité l'autre jour. C'est une sorte de rectangle de 250 mètres de long, 200 mètres de large, où vivent depuis les accords de Paris 240 hommes, 240 représentants du GRP et de Hanoï à la commission quadripartite prévue par les accords de Paris. Ils ne sont pas sortis depuis des mois et des mois parce que les accords n'avaient pas été respectés alors qu'ils devaient avoir le statut diplomatique. Cette fois, on se demande comment ils vont venir de Tan Son Nhut à une vingtaine de kilomètres jusqu'au palais du Clap. Les rues de Saïgon sont en effet extrêmement dangereuses aujourd'hui. Alors on pense que cette délégation, ces émissaires du GRP, viendront à bord d'un hélicoptère, mais tout ce scénario est improvisé de minute en minute et il est impossible de prévoir comment ça va se passer. Le général Min a proposé de recevoir au palais du Clap des émissaires du GRP, mais rien ne dit que le GRP ne va pas exiger que ce soit le scénario inverse, c'est-à-dire que le général Min se rende personnellement pour remettre la reddition de Saïgon à l'enclave du GRP à la base de Tan Son Nhut. Il serait très possible qu'il cherche à l'humilier jusqu'au bout pour que ce soit une reddition en bonne et due forme. Quelques rafales de mitraillettes. C'est comme ça depuis hier, depuis le départ des Américains de Saïgon. 11h45, les grilles du palais sont toujours fermées. Les militaires ont pris position autour. À part ça, la rue est complètement déserte. Sur le palais flotte toujours le drapeau sud-vietnamien, drapeau jaune, rayé de 3 bandes horizontales rouges. Ce palais, c'est une sorte de bâtiment en longueur de 3 ou 4 étages, bâtiment en béton avec des colonnes. C'est un style assez pompeux. Il est surplombé d'une plateforme pour hélicoptères, on ne sait jamais. De part et d'autre, à droite et à gauche, des postes de garde. Mais je n'y vois pas un seul policier, un seul soldat qui soit encore dans ces bâtiments. C'est sans doute sur le large perron qui est là devant moi que va se dérouler la cérémonie de reddition. Un perron qui fait bien 25 mètres de large, en marbre. J'ai devant moi un major. Je voudrais savoir ce qu'il pense de la proposition du général Min. Nghĩ thế nào đại tướng Nhân Minh il n'est pas en fait idée. Voilà. Nếu mà nói tôi bằng lòng. Non, il accepte. Il accepte que la guerre s'arrête. Oui, oui. Không chết chóc nữa. Il accepte. Voilà. Donc, on peut conclure des quelques paroles que j'ai échangées avec ce major que les forces qui sont mises en place autour du palais sont destinées à protéger d'une éventuelle attaque contre les militaires extrémistes sud-vietnamiens. Quant à lui, collaborateur assez proche du général Min, eh bien, il est content que
la guerre soit éventuellement finie. Je rentre maintenant dans le palais présidentiel. Je vais essayer, si c'est possible, de rencontrer le gros mine. Dans le prochain épisode de 5-4-3-2-1-0. Un char avec le drapeau Viet Cong est actuellement en train de se mettre en position. Ce sont les Viet Cong qui arrivent pour recevoir la reddition du général Mine. Ils ont le canon braqué sur le palais. J'essaie de m'enfuir le plus vite possible. Je n'ai pas été très prudent. J'ai salué un soldat Viet Cong sur un char. Il a braqué son fusil sur moi parce que il n'y a presque plus d'Européens à Saigon. Il n'y a plus que quelques Français. Il a braqué son fusil sur moi. Il a hésité.